parce que commence à être tard dans l'après-midi et vous devez commencer à être fatigué. J'espère que je ne vais pas vous parler de choses trop compliquées, je vais essayer. Mais enfin, on m'a demandé d'aborder une question quand même très compliquée, c'est ces services écosystémiques de légumineuses. Quel rôle, quel impact peut-il y avoir dans le contexte de changement global actuel de la planète? Donc c'est vrai que merci à des intervenants précédents, notre agriculteur qui a insisté sur la fixation d'azote par les légumineuses, Hélène Marou aussi qui a fait un très bel exposé sur le rôle des légumineuses et en particulier leur fixation d'azote, et puis la très belle présentation des BTS qui m'ont mâché le terrain. Ils ont très bien présenté les services écosystémiques. Alors ce que je veux illustrer ici sur cette diapositive, c'est comment ça peut marcher dans l'agriculture, et en fait ceci c'est une manip qui a été réalisée en parcours naturel de garrigue. Donc on dira dans un agroécosystème peu anthropisé par Ginsburger et Daoro, mais ils ont fait une manip assez classique que connaissent très bien les Australiens, c'est-à-dire si on augmente la fertilisation phosphatée, généralement on va bénéficier à la légumineuse dans la compétition, dans l'association avec la graminée. Et vous voyez, donc c'est ce qui se passe ici, hein, au fur et à mesure où l'apport de phosphore augmente, on voit la place des légumineuses qui est très faible dans l'écosystème naturel, prairial, de parcours presque naturel, et qui va augmenter. Et en même temps qu'elle augmente, vous voyez que la productivité augmente considérablement de l'association. Ça a été aussi rappelé dans des associations céréales légumineuses. Et on sait aussi que la durabilité, la fertilité, les facteurs qui vont rendre plus durable, et avec une meilleure résilience de l'écosystème, sont également augmentés. Ça a été rappelé dans des conférences dans des communications précédentes. Le problème, c'est qu'il faut du phosphore. Et c'est aussi, les légumineuses fixent l'azote, mais elles ont besoin de phosphore. Et donc, c'est un des éléments du changement global qui va être impliqué, parce que le phosphore qu'on a utilisé pendant la Révolution verte, c'est le phosphore des mines. Or, ce phosphore des mines est à l'épuisement. Il n'y a guère que dans le Sahara occidental où il restera des réserves dans l'avenir. États-Unis et Chine sont en train de bloquer leurs réserves, comme pour le pétrole, pour préserver l'avenir. En Europe, on n'en a pas. Et donc, le phosphore des mines est de plus en plus coûteux. Et l'avenir du phosphore, ça va être le phosphore résiduel des villes et des systèmes d'élevage. Et à cet égard, un peu comme Hélène Marou disait, ne faut-il pas considérer l'irrigation aussi pour la légumineuse? La question c'est, ne faut-il pas considérer aussi la fertilisation phosphatée pour la légumineuse? Donc, le contexte de changement global. Donc, une alerte qui a été apportée dans cet article de Rockström qui montre qu'on a atteint les limites pour plusieurs aspects, et en particulier les réserves en substances minérales et l'intoxication de certaines conditions de la planète. Depuis 2009, j'ai appris que Rockström a réécrit son article récemment, et dorénavant, le phosphore est un des éléments rouges de la planète. On arrive à la limite de la planète en phosphore. Le grand défi, c'est qu'à l'inverse du pétrole, on ne connaît pas actuellement comment remplacer le phosphore. Et on en a besoin dans la vie, hein, chacun d'entre nous, on en contient 0,2%, et il est indispensable à la vie, mais on ne sait pas. Et c'est la première fois que l'humanité est exposée à l'épuisement d'une ressource non substituable. Bon, le contexte du changement global, il a été rappelé, c'est la croissance démographique. Donc ici, on sait qu'on a doublé pendant la Révolution verte, mais on sait aussi que d'ici 2030-2040, il va falloir encore augmenter, et il va falloir augmenter de 72%. Or, en termes d'irrigation et d'extension des terres cultivées, d'après ses collègues, Carol Vance et ses collaborateurs dans cet article, seulement 20% va venir de cultiver davantage de surface ou irriguer davantage de surface. Il va donc falloir augmenter la productivité des terres. Et donc, dans ce contexte et dans les limites environnementales qui ont été rappelées, augmenter la productivité des terres a été décliné dans un concept d'intensification écologique qui a été beaucoup vulgarisé en France par Michel Griffon. Donc, augmenter les terres, bon, juste cette image pour illustrer, bah oui, on ne va pas pouvoir le faire avec la fertilisation minérale aussi intense que durant la Révolution verte. Voici ici une région, le delta du Nil, où a été très bien appliquée la Révolution verte. Mais vous voyez, ici, ce n'est pas de la culture, hein, c'est l'eutrophisation de la Méditerranée. Vous savez qu'on a la même chose en Bretagne, sur la Côte d'Azur. Et par ailleurs, je crois que ça a aussi été rappelé, l'agriculture contribue à 30% de l'augmentation de CO2 de l'atmosphère, et ces 30%, c'est très largement dû à la fertilisation, à la synthèse de l'azote de l'air
coûte 1 tonne de pétrole pour 1 tonne d'azote. Et donc, on ne pourra pas continuer avec de tels niveaux de fertilisation azotée. Enfin, ça a déjà été dit. Et donc, profitons des légumineuses, parce qu'elles fixent l'azote. Mais le problème, pour qu'elles atteignent ces niveaux, il faudrait du phosphore. D'où une question, c'est est-il possible d'obtenir ce niveau de contribution des légumineuses, mais avec peu de phosphore? Ou dit d'une autre manière, comment est-il possible d'améliorer l'efficacité d'utilisation du phosphore pour la fixation d'azote? Alors la fixation d'azote, ce n'est pas le seul service écosystémique, hein, ça a été très bien rappelé précédemment, mais c'est l'autotrophie N2 qui permet aux légumineuses de remplir ce service. Elles ont le couplage des deux autotrophies, photosynthèse, fixation d'azote, et c'est unique. Et c'est parce qu'elles ont ce couplage qu'elles peuvent remplir tous ces services écosystémiques et qu'elles les ont remplis au cours de l'évolution. Alors dans une légumineuse, si on veut comprendre mieux, pour une plante, comprendre l'adaptation des plantes à la disponibilité du phosphore ou l'efficience ou l'efficacité globale du phosphore pour la biomasse, eh bien on distingue très généralement deux stratégies. Une externe qui consiste à essayer de prélever plus de phosphore dans le sol. On a vu les mycorhizes qui aident au prélèvement. Il y a aussi différents processus physico-chimiques et biologiques. Et puis il y a la stratégie interne, c'est-à-dire comment le phosphore est alloué aux organes où il est le plus utile, et dans ces organes, comment il est utilisé avec le plus d'efficacité. Alors la spécificité des légumineuses, c'est d'avoir l'organe nodosité. Et donc la question, c'est est-il possible d'utiliser efficacement le phosphore pour la fixation d'azote dans les nodosités? Alors un nodule, c'est comme ça. Je le trouve infiniment beau, et sachez que c'est d'une complexité extrême. Je peux vous en dire, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je ne pense pas que j'ai le temps de vous expliquer toute cette complexité, ni même, malheureusement, où on pense que le phosphore est important. Je pense que ça me prendrait trop de temps, mais je suis à votre disposition pour l'examiner plus en détail, parce que je voudrais insister sur répondre à la question, est-ce que oui, c'est possible d'améliorer l'efficacité d'utilisation pour la fixation d'azote? Donc cette question-là, on l'a recherchée sur une légumineuse cultivée pour pouvoir en évaluer rapidement l'intérêt agronomique, et donc on a choisi le haricot, aussi parce qu'on sait que c'est une plante exigeante. Et puis en fait, j'ai été invité par les centres internationaux à aborder cette question avec eux. Donc on a abordé cette question avec le CIAT en Amérique, parce que les ressources en haricots, c'est l'Amérique. Hein, vous savez que c'est là qu'il a été domestiqué. Et donc, pour résumer sur cette diapo, 10 ans de recherche avec le CIAT, eh bien oui, on voit ici dans un milieu qu'on a défini de sélection artificielle, hein, c'est de la sélection hydroaéroponique. On voit ici, donc avec une quantité limitante d'apports journaliers de pays, on voit une lignée recombinante, un enfant d'un croisement qui est efficace, et une lignée recombinante, hein, c'est les descendants qui sont deux extrêmes, qui est inefficace. Alors ces génotypes contrastants, ce que je voudrais adresser ici à ce monde professionnel et dans cette relation recherche-société et recherche-profession, c'est que ça peut être un outil de dialogue entre nous. Évidemment, pour nous, la recherche, c'est évidemment un outil de recherche. On va essayer de comprendre quels sont les gènes qui sont dans le génotype efficace par rapport à l'inefficace, des approches comparées de transcriptomique. Mais je pense que c'est aussi un outil qu'on peut partager avec vous, parce que ces génotypes contrastants, on peut les emmener dans vos parcelles. Et vous voyez ici la coopération qu'on a eue de 1995 à 2005 avec la réintroduction du haricot en Lauragais. Raphaël Métral était ici dans la salle, peut-être qu'il est parti. Gilles Boyer était l'ingénieur que la Chambre d'agriculture avait mis à disposition de ce travail de recherche avec nous, avec le soutien de la Chambre d'agriculture. Et donc on a installé, vous voyez, dans le semis du haricot lingot du cassoulet, on est venu installer nos génotypes pour aller examiner nos génotypes, l'efficace versus l'inefficace, comment ils se comportent au champ, et est-ce que c'est vraiment un avantage, et en quoi ça peut nous renseigner sur comment ça se passe au champ, la fixation d'azote et sa relation avec le phosphore et les autres éléments du sol. Alors la façon d'aller voir comment ça se passe, c'est de faire ce qu'on appelle un diagnostic nodulaire, c'est-à-dire qu'au moment de la floraison, on va aller déterrer les plantes et on va mesurer simultanément la nodulation, qu'on peut aborder par le nombre, ou mieux la matière sèche nodulaire, et la croissance aérienne, qu'on va aborder par la matière sèche aérienne. Donc c'est intéressant de voir que quand on a fait ça, c'était il y a longtemps, c'était avant que la racine prenne l'ambiance actuelle après le livre de Hiddenhalf. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dorénavant, les agriculteurs de conservation, ils pratiquent le test bêche pour aller examiner leur sol. Et du coup, faisons le test bêche sur des racines de légumineuses nodulées. Et vous, professionnels, avec seulement une balance, vous pouvez faire de la science avec nous. Et en quoi ça nous renseigne? Ben, voici par exemple, ici dans le Lauragais, c'était des résultats de l'enquête agronomique sur le haricot du Lauragais en 1997.
Et vous voyez donc des placettes, on en avait 10, mais il y en a 6 où la nodulation était significative, ailleurs elle est inhibée par trop d'azote résiduel de la céréale. Et là où elle était significative, eh bien, on voyait qu'il y avait des situations à forte nodulation et des situations à faible nodulation. Ces situations à forte nodulation étant associées aux meilleures croissances. Donc ceci, ça nous a amené à identifier des parcelles où la fixation d'azote est limitée, et ceci, du coup, en limitant le rendement de la croissance de la plante. On vérifiait que c'est bien dans le sens, parce qu'on proposait à l'agriculteur de mettre un peu d'urée à côté, pour vérifier que c'est bien l'azote qui est limitant et non pas la photosynthèse, n'est-ce pas? Parce que là, on est un peu comme il y a les deux autotrophies, laquelle est déterminante. Donc, en faisant le test bêche et donc en allant observer les racines nodulées, c'est aussi l'accès au sol, et on garde le sol que l'on déterre, et c'est l'accès à la complexité, à laquelle nous a très bien introduit l'exposé de Christophe Roux, à la complexité des facteurs qui, localement, vont interagir avec ce couplage du phosphore et de l'azote. Je n'ai pas non plus là le temps de vous présenter toute la démarche et les résultats que ça nous renseignait, mais ça aide à aller rechercher les microbes qui seraient susceptibles d'aider la plante, pas seulement la plante elle-même, mais les microbes qui seraient susceptibles d'aider la plante à mieux s'adapter à la déficience en P, mais aussi quels sont les autres facteurs qui, localement, outre le phosphore ou l'eau, sont susceptibles de limiter. Par exemple, le soufre. On n'a pas encore été voir, mais je pense que ça vaudrait le coup d'aller voir aussi du côté du soufre. Et ce que je voulais illustrer aussi par cette image, c'est comment, si on utilise des légumineuses à forte efficacité d'utilisation du P, on risque de générer un cercle vertueux qui font que c'est ces légumineuses qui fixent mieux l'azote et vont avoir davantage de nodules, des nodules plus efficaces, des racines plus actives, vont contribuer à générer les mécanismes d'acquisition dont elles sont dotées, en particulier en stimulant les interactions avec les micro-organismes et l'acidification locale de la rhizosphère. Dans ce contexte de partage et d'observation dans vos champs, soyez convaincus qu'on peut aller très loin dans le lien avec la recherche. On peut, sur vos nodules, faire ce type d'analyse, qui est une in situ RT-PCR, qui va nous permettre de vérifier un gène candidat, où est-ce qu'il s'exprime dans le nodule, et est-ce qu'il s'exprime mieux dans un champ que dans l'autre. Ici, c'est le gène de phytase. On a évoqué un tout petit peu le phytate. Il y a du phytate dans les nodules. Et il semble que quand il y a une phytase, ça aide à l'efficacité d'utilisation du phosphore dans les nodules. Donc, pour finir, ce que j'ai voulu introduire ici, à travers cette approche et cette relation entre fixation d'azote et phosphore, mais je pense que c'est une approche qui se fait vis-à-vis de tous les facteurs environnementaux limitants, comme le fer, le soufre, les micro-éléments, des pathogènes. C'est donc qu'il faut mener une approche d'interaction interdisciplinaire, fondamentalement interdisciplinaire, et à minima entre les spécialistes des plantes, les microbes et le sol et l'eau. Et c'est de bâtir cette triangulaire qu'on a essayé de monter dans l'unité de recherche écologie fonctionnelle des sols, qui est une base de cette nouvelle agronomie, qui serait une agronomie des interactions plantes, micro-organismes, climat, sol, et qui relève de l'approche qu'on qualifie dorénavant d'écologie fonctionnelle. Et on a entendu parler des traits fonctionnels juste avant. Et comment, avec les génotypes contrastants, eh bien, il est possible, peut-être, enfin, j'invite à ce qu'on essaye d'articuler ces deux grandes disciplines qui paraissent bien lointaines, celle de l'écologie fonctionnelle qui est à l'échelle du système agraire ou de l'agroécosystème, du paysage, et celle de la génomique fonctionnelle qui est à l'échelle de la cellule et à l'échelle du génome. Tout ce que je vous ai décrit est décrit beaucoup plus en détail donc, dans un site, Fabatropimed, qui est le résultat de 15 ans de recherche, 10 ans Fabamed soutenu par l'Union européenne, et 5 ans de Fabatropimed soutenu par la Fondation Agropolis. Il y a aussi une formation écoleg, service écosystémique des légumineuses, qu'on propose sur cette approche. Et donc, en vous remerciant, je voudrais juste illustrer que ce qu'on a fait avec le haricot et le blé, ici avec les agriculteurs du Lauragais, on peut le faire avec une très grande diversité de systèmes agricoles dans le monde. Bon, je ne vais pas dire, je n'ai pas le temps, mais vous avez un arbre légumineuse ici dans le Sahel avec du mil dessous. Vous avez bien sûr les prairies foragères qui sont la base de la deuxième révolution, la grande révolution agricole médiévale du XVIIe siècle. Vous avez dans la vigne, alors juste pour commentaire, dans la vigne à Montpellier, il y a 10 ans, on a beaucoup étudié le mélange, pas moi, mais mes collègues, de 3 médicagos, dont Trincatula, et c'est pratiqué même très près d'ici avec les agriculteurs de Limoux, pour information. Et aussi jusque dans les systèmes forestiers, ici des eucalyptus et l'acacia mangium, un arbre. Donc une très grande diversité dans tous ces systèmes. L'interaction, le couplage phosphore-azote
est sans doute un défi majeur de l'avenir de nos agricultures, en particulier parce qu'il va falloir gérer cette crise du phosphore parmi les autres crises qui nous environnent. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Sur cette thématique du phosphore, justement, est-ce que les légumineuses, au niveau de leurs racines, ont des facilités plus grandes que les autres plantes pour extraire le phosphore du sol avant qu'on en amène en fertilisant? Oui, évidemment, c'est un peu comme la diapo précédente, hein, c'est éventuellement répondre de 50 années de recherche. Je renvoie à Jonathan Lynch, hein, vous avez vu, j'ai parlé Shovelomics. Donc Jonathan, il a commencé la Shovelomics, c'est-à-dire bêcher dans le sol, pour regarder l'architecture racinaire du maïs et du haricot. Et donc il a beaucoup documenté cette question, donc sachez qu'elle est très étudiée. Donc ne serait-ce que sur le système d'architecture racinaire, donc la légumineuse, elle est caractérisée par un pivot qui va chercher l'eau, qui en particulier peut assurer l'eau en profondeur, mais on considère que pour le phosphore, c'est les racines latérales qui vont aller chercher dans les 10-15 premiers centimètres du sol. Et donc là, il y a de la variabilité, mais à prudence, il faut comprendre que cette relation au phosphore, elle est profondément multifactorielle, multigénique. Donc bien sûr, il y a l'architecture racinaire, jusqu'à la densité des poils absorbants qui peut varier, mais il y a l'interaction avec les microbes et tous les signaux qui vont faire que peut-être certaines variétés vont stimuler plutôt une rhizobactérie solubilisatrice de P ou solubilisatrice de phytate. Les mycorhizes, bien sûr, les légumineuses sont connues pour être mycorhizogènes, particulièrement efficaces dans la symbiose mycorhizienne. Et beaucoup plus, c'est une question de fond. Oui, Jean-Jacques, tu as justement évoqué la crise de l'approvisionnement en phosphore et donc en engrais phosphatés et minéraux dans les années qui viennent. Tu as évoqué la possibilité d'utiliser des ressources phosphore provenant des déchets urbains, provenant éventuellement des gens même imaginent pouvoir aller chercher du phosphore dans les fonds sous-marins, des choses comme ça, ce qui n'est pas évident. Tu n'as pas évoqué, ou indirectement, la possibilité d'utilisation du phosphore organique qui se trouve dans les sols et qui finalement est une source importante, qui, si on orientait bien les communautés microbiennes ou si on arrivait à avoir des plantes manipulées sur les phytases ou des choses comme ça, comme tu l'as partiellement évoqué, pourrait peut-être résoudre au moins une partie du problème, c'est-à-dire en augmentant la capacité d'utilisation du phosphate organique qui se trouve de façon non négligeable dans les sols. Oui, tout à fait. Hein, et c'est un des thèmes de recherche d'Écosol sur lequel on s'organise, hein, c'est-à-dire le phosphore de la matière organique des sols. Et d'une certaine manière, vous dire que dans le fond, on ne sait pas bien. Alors d'une part, phosphore organique, oui, l'avenir, c'est le phosphore organique, c'est le phosphore organique résiduel à transférer dans les sols et sa relation avec la matière organique du sol. Ce qu'on ne sait pas, juste pour situer le degré d'inconnu où on est, le phosphore organique des sols, quand les plantes se dégradent, hein, ce qui a été évoqué précédemment, les résidus, c'est des petites molécules, c'est les protéines, le phosphore, hein, c'est les protéines et les gènes. Et ces protéines et gènes sont très rapidement dégradés en monomères, acides aminés et phospholipides. Et ces petites molécules-là sont rapidement dégradées par les phosphatases. Très grande diversité de phosphatases sont capables. Mais par contre, le phytate, qui est la forme d'accumulation du phosphore dans les graines, 50% du phosphore des graines et du phytate, eh bien le phytate, dans les sols, s'accumule. Et alors, globalement, dans la bibliose, ce qu'on lit, c'est de 20 à 80% du phosphore organique des sols et du phytate. C'est la raison pour laquelle nous, à Écosol, on a choisi dans l'approche des mécanismes biologiques, hein, qui sont donc des mécanismes à phosphatase, c'est comme ça qu'on a choisi la phytase comme protéine modèle, et c'est comme ça qu'on est allé la chercher dans les nodules, qu'on l'a découvert, comme vous le voyez, et qu'on s'intéresse dorénavant aux phytases microbiennes et à tout cet enjeu des phytases. Merci. Dernière question. C'est plus un complément ou un témoignage, je ne sais pas, j'ai vraiment apprécié votre présentation et je veux juste, par rapport aux commentaires qui viennent d'être faits sur la disponibilité de phosphore, il y a des tas de phosphates dans les sols qui sont peu mobiles, comme vous l'avez dit. Le problème, c'est le recrutement. Vous avez parlé des phytases. Et juste pour vous dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, comme quoi il faut avancer dans la génomique fonctionnelle des sols. C'est que sur les champignons mycorhiziens, qui sont décrits comme étant les champions du recrutement du phosphore pour les transférer dans les plantes, il y a c'est là où la génomique rejoint le reste, un seul gène sur celui qui a été séquencé de phytase.
Autrement dit, ce qui intervient dans le recrutement du phosphore des sols, ce sont des bactéries qui lui sont associées. Et donc tout ça, ça reste encore à décrire. Voilà. Merci, je pense qu'on ouvre des pistes tout à fait passionnantes. Il faut arrêter là. Merci Jean-Jacques. Donc,